C'est bientôt la campagne pour l'élection présidentielle, moment où de nombreux citoyens s'illustrent dans des cas de diffamation, notamment sur Internet. Nous, ici, on vous aide à vous rappeler quelques astuces, quelques règles de bonne conduite à adopter, ce que prévoit le code du numérique en cette période électorale. Miss TIC Rebecca y consacre toute une rubrique. Bonjour à vous et bienvenue. On va découvrir une application, l'application du COS, l'EPI qui guide tout citoyen et l'aide à perdre moins de temps en cette période électorale. Bruno, bonjour. Bonjour à vous Mylène, je salue tous les téléspectateurs et c'est un plaisir toujours d'être en votre compagnie. Merci. À quoi sert cette application exactement? Oui, il s'agit du COS l'EPI, vous l'avez dit, qui se digitalise aussi, comme la plupart des institutions. Et voilà, il fallait en arriver là parce que pendant longtemps, les choses ont été mécaniques alors qu'aujourd'hui, le processus électoral demande beaucoup de nécessité à passer à la numérisation d'un certain nombre de choses, notamment par exemple la liste elle-même électorale permanente qui a été informatisée depuis quelques années. Et aujourd'hui, le COS l'EPI décide de se digitaliser en créant une plateforme, une application à travers laquelle les électeurs béninois, les hommes, les femmes, les jeunes en âge de voter, peuvent, au lieu de se déplacer pour aller consulter une liste physique qui est affichée quelque part en ville, sur un mur ou sur un bureau d'arrondissement, etc., mais à partir de leur téléphone, de regarder et de consulter s'ils sont sur la liste électorale permanente informatisée. Donc nous allons découvrir juste cette plateforme-là, comment s'y rendre à travers une vidéo et comment elle fonctionne. On va revenir après pour quelques précisions. C'est la procédure à suivre. Oui, la procédure à suivre. Donc, Adonis qui nous a montré, je dirais, de par ses propres données, ses propres informations. Bon, après aussi, il faut être sûr d'être de s'être fait enregistrer avant d'aller utiliser cette plateforme. Alors donc, on sait tous que le 11 avril prochain, ça va être l'élection présidentielle. Et donc, pour exprimer son vote, pour être parmi ceux-là qui doivent exprimer leur vote, il ne s'agit pas d'avoir l'âge de voter, il ne s'agit pas d'avoir les 18 ans révolus, mais il faut aussi faire partie de cette liste électorale permanente informatisée et avoir aussi sa carte d'électeur. C'est comme ça que les choses
passe dans les normes. Et donc l'Agence nationale du traitement ANT, comme on l'appelle, qui est le bras armé aujourd'hui du COSLEPI, qui est un organe chargé de l'actualisation de la liste électorale permanente et informatisée, a mis en place ce mécanisme-là pour permettre aux citoyens de consulter la liste électorale et également leur centre de vote. Donc c'est une plateforme qui vous permet de voir d'abord si vous êtes véritablement enregistré et présent sur la liste donc des électeurs, et deux, ça vous permet aussi de savoir quel sera votre centre de vote le dimanche 11 avril prochain. Dans quel arrondissement, dans quelle commune vous allez voter, dans quel bureau de vote, sachant que dans chaque arrondissement, il y a plusieurs bureaux de vote, donc les répartitions sont faites et vous pouvez savoir où vous rendre très exactement pour pouvoir faire partie des votants. Alors, comment y accéder pour avoir l'application sur votre téléphone? Vous n'avez pas besoin d'aller sur Play Store, vous allez simplement sur l'adresse www.cos-lepi-antbenin.org. Alors, dès lors que vous êtes sur cette page-là, vous allez cliquer sur simplement le bouton, la fenêtre télécharger l'application. Donc, elle s'affiche. Vous allez voir que vous avez la possibilité donc, de télécharger l'application. Dès que vous cliquez sur télécharger l'application se télécharge. L'application ne pèse pas, j'espère. Non, elle ne pèse pas du tout. Et vous pourrez donc l'installer sur votre téléphone. Parce qu'après l'application, il faut toujours installer également les applications. Donc, et à partir de là, vous pouvez donc consulter si vous êtes sur la liste électorale. Et il y a quelques informations qu'on vous demandera d'entrer, comme votre nom, votre prénom, votre date de naissance. Et voilà. Et dès que vous entrez ces informations-là, ça permet en fait une recherche rapide, puisqu'il y a des millions de Béninois sur cette liste-là. Dès que vous entrez des informations propres à vous, comme votre nom, votre prénom, votre date de naissance par exemple, donc vous lancez recherche. Dès que vous rentrez les informations, vous cliquez sur le bouton recherche et cela va vous afficher. Si vous ne faites pas partie de la liste aussi, il vous sera signalé que la recherche n'a pas abouti. L'application n'est pas personnelle, on peut l'utiliser à plusieurs. Oui, il peut être installé sur votre téléphone. Je viens, vous me passez votre téléphone, j'entre mes informations juste pour consulter. Donc vous pouvez l'avoir pour vous et toute la famille peut venir entrer ces informations pour pouvoir savoir si vous êtes sur la liste électorale. Donc, dès que je vous donne mes informations, ce qui n'est pas encore quelque chose de si confidentiel, je vous donne mon nom, mon prénom. Surtout avec et votre ma date de naissance. La vraie date de naissance, et l'année surtout. Bon, écoutez, là, on pourra facilement histoire de cacher son âge, retrouver. souvent, moi, j'ai jamais vu l'importance de cacher son âge. C'est peut-être parce que vous n'êtes pas à une certaine position dans la vie que vous cachez votre âge. Oui, parce que quand vous êtes une autorité, bon, votre âge est connu, c'est écrit partout sur les réseaux sociaux et sur vos CV qui sont un peu partout. Donc, c'est pas vraiment une information si confidentielle que ça. De plus en plus, l'année de naissance, vous ne pouvez pas cacher ça, puisque si vous êtes dans l'administration, par exemple, un peu partout, vous avez vos papiers, vous avez rempli votre date de naissance, ça ne sert à rien de cacher. Mais bref, c'est dit que si une seule personne a l'application, elle peut servir à tout un groupe. Donc tout le monde peut venir vous donner ces informations et vous regardez avec la personne si la personne est sur la liste et où est-ce que la personne va voter. C'est très important, d'autant plus que jusqu'à un passé récent encore, les gens se cassaient la tête, même jusqu'au jour de vote. Ils ne savent pas exactement où est-ce qu'ils doivent voter. Vous voyez des gens qui font le tour de ville. Le seul fait déjà d'aller chercher décourage. Hein. Voilà, ils vont dans un quartier, dans un bureau de vote, on leur dit non, ce n'est pas ici, on les renvoie et ils doivent aller ailleurs consulter, on dit non, vous ne votez pas ici. C'est exactement comme les examens du BEPC, du bac. C'est comme si vous vous levez le matin même de l'examen pour chercher votre salle d'examen. Donc, probablement, on pourrait lancer l'examen pendant que vous êtes en train de vous chercher toujours. Donc, c'est toujours mieux de le faire à l'avance. Et là, vous savez très exactement vers quel bureau de vote il faut se diriger. Et plus encore, avec une application, c'est plus pratique. C'est plus pratique à partir de votre téléphone portable ou de votre ordinateur. Vous pouvez consulter et vous avez l'information juste. Et une fois encore, c'est une innovation donc, du COSLEPI qui vient rendre la tâche plus facile aux Béninois en âge de voter et qui sont sur la liste électorale permanente informatisée. Donc, c'est la dématérialisation de l'administration
qui a été, on va dire, entreprise depuis quelques années sous le gouvernement donc de la rupture, qui se poursuit. La dernière fois, on était avec une autre institution. Aujourd'hui, c'est avec le COSLEPI. Donc déjà, c'était une bonne nouvelle que la liste soit informatisée. Ce n'était pas le cas avant. Maintenant que le COSLEPI encore a une autre plateforme pour permettre aux gens de consulter leur bureau de vote et tout ça, c'est une autre innovation. Et ça encore. tombe bien d'ailleurs, on va bien l'utiliser en cette période. Oui, en cette période, une fois encore, ça coïncide avec la période de la pandémie du Covid où les regroupements, les attroupements sont interdits. Donc là où les gens se bousculaient, se faisaient voler leur portable à consulter une liste électorale et les bureaux de vote, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. On se réveillait d'ailleurs très tôt pour pouvoir vite passer. Pour pouvoir vite passer, etc. Donc aujourd'hui, avec votre téléphone portable dans votre chambre tranquillement, vous consultez votre bureau de vote sans avoir affaire à des gens, à vous coller à des gens dans un attroupement, dans un groupe, etc. Merci, Bruno. C'est moi. Alors aujourd'hui, pas de découverte, pas d'innovation, on reste dans la même gamme. Rebecca nous propose un cours magistral sur ce que prévoit le code du numérique en cette période électorale. À vos calepins donc. Miss Tech, bonjour. Miss Mylène, bonjour. Bruno, je ne vais pas dire ministère aussi en bas. Ah ben, je suis ministère. Bruno, bonjour. Ah non, ça c'est de... Ah, vous n'êtes pas d'accord. Je suis le mister. Mister Bruno. Swali, bonjour. Swali, bonjour. Vous pouvez même dire master. Ça marche. C'est arrivé là-bas. Alors, bonjour Rebecca. Miss Rebecca. C'est toujours un plaisir de t'avoir en face de moi. Plaisir. Ben, c'est la première fois qu'elle se tient en face de toi. Ouais. La plupart du temps, elle est à ta gauche. À ma gauche. Non mais Mylène, tu permets, je peux ajuster rapidement. vas-y. C'est C'est réglé à la taille de face Hermone à- parce que c'est, tu le sais, c'est la place de Hermone que tu as Après, c'est pas volée un face ce à midi. face, hein. Moi, je ne serais pas d'accord avec Pas toi. du tout, tu vas lui céder sa place juste après. D'accord. Alors, on te suit, moi je note déjà. Bruno, où est ton stylo? Non, aujourd'hui c'est la Oui, digitalisation, non, je viens numérique, d'en parler, c'est numérique. Donc tu notes, on note directement sur téléphone, voilà, ou sur tablette. Alors bonjour aux téléspectateurs aussi. Internet et les réseaux sociaux constituent de nos jours les canaux par excellence de l'exercice du droit à la liberté d'expression et d'opinion. Ce droit reconnu et garanti pour tout citoyen permet à chacun d'exprimer librement ses idées par tous les moyens qu'il juge appropriés. Cependant, il n'est pas synonyme d'expression et opinion libertine. Comment donc se tenir pendant cette période électorale? Quoi écrire, quoi partager? On vous donne quelques règles de bonne utilisation des réseaux sociaux en cette période sensible. Nous allons surtout nous inspirer des articles du Code du numérique, comme Mylène le disait tout à l'heure. Alors, article 1er. Éviter l'utilisation d'un faux compte, d'un compte anonyme ou d'un pseudo, c'est ça, hein? Pseudonyme, un pseudonyme. lors des publications. Donc je reprends, éviter l'utilisation d'un faux compte, d'un compte anonyme, d'un pseudonyme lors des publications. Peu importe la façon dont on y procède, toute publication sur les réseaux sociaux engage son auteur et ce dernier peut à n'importe quel moment être retracé. J'insiste là-dessus parce que beaucoup pensent que parce que je suis restée sous un autre nom et que j'ai balancé une information, on ne peut pas me retracer. Ouais. On estime que peut-être j'ai balancé l'information à partir de mon ordinateur ou peut-être l'ordinateur d'un autre ami et tout. On peut vous retracer où que vous soyez sur le territoire national. Et vous pouvez aussi écoper d'un emprisonnement allant d'1 an à 5 ans et d'une amende de 5 millions à 100 millions de francs CFA. Article 2. Prendre du recul face à toute information publiée sous le couvert d'un faux compte, d'un compte anonyme ou d'un pseudonyme. Considérer au mieux une telle information comme fausse. Article 3. Ne relayez aucune information publiée sous le couvert d'un faux compte ou d'un compte anonyme ou dont il existe un doute sur la véracité et la pertinence.
Lorsque vous le faites et le cas échéant, même s'il venait à être établi que vous n'en êtes pas l'auteur, vous serez quand même condamné pour complicité de délit de diffusion de fausses nouvelles et juridiquement, le complice d'une infraction est puni des mêmes peines que l'auteur, quand bien même ce dernier n'aurait pas été identifié. C'est-à-dire que même si on ne vous identifie pas dans la publication, du moment où vous avez relayé cette information qui s'avère être une information fausse, vous êtes aussi puni au même titre que l'auteur de la publication. Donc, s'il vous plaît, ce sont les vigilance. lus pour vous. Hein. Oui, ce sont les lus pour vous, le les relais vues pour vous. des lus pour vous. Il ne faut jamais relayer parce que vous ne savez pas quelle est la source de l'information qui a été relayée. Donc, ne soyez pas celui-là qui relaie de la fausse information. Vous devenez comme complice et partie prenante donc, de la diffamation, par exemple, qui est en cours. Rebecca parle de cas de faux comptes ou de pseudonymes. Il y a 3 cas dans le numérique. C'est-à-dire que le premier cas, c'est lorsque je me lève en tant que Bruno Swali et je crée un compte au nom de Rebecca Kendiaoundé pour que mes publications soient attribuées à Rebecca Kendiaoundé alors que c'est moi qui tapis dans l'ombre Bruno Swali. Je suis en train d'utiliser, je dirais, son identité pour divulguer de fausses informations. Deuxième cas, c'est lorsque je me lève et je vais pirater le compte de Rebecca Kendiaoundé, toujours pour la même sale besogne, et publier de fausses informations pour que Rebecca soit la personne a priori accusée. Le troisième cas, c'est lorsque je me lève en tant que Bruno Swali et que je crée un compte sur un réseau social dont l'intitulé du compte n'est pas conforme au nom et prénom qui se trouve sur mes pièces d'état civil. Donc, ceux qui créent les comptes avec Mr. B ou, je ne sais pas, Jojo le milliardaire, etc. C'est une forme de faux compte, en fait, aujourd'hui avec le numérique. Donc, il vaut mieux, si vous êtes responsable, de créer vos comptes avec vos noms et prénoms conformes à vos pièces d'état civil. Et là, on sait que vous êtes responsable de ce que vous postez. Et il faut aussi signaler, dès que votre compte est piraté, c'est aussi important, il faut toujours signaler. Et dans les 3 cas, on peut vous retrouver, on peut vous retracer facilement. Quelle que soit la procédure dans laquelle vous faites, vous opérez, on peut retracer et vous retrouver. Peut-être que ce n'était pas possible, mais je sais que depuis 2016 quand même, c'est évident, c'est possible au Bénin. Depuis 2016, hein? Oui, depuis 2016. Ça fait beaucoup déjà. Ça fait beaucoup. Alors, on continue avec les articles. Article 4. Être extrêmement attentif sur la nature des informations publiées en évitant de faire circuler des informations fausses, non vérifiables, tronquées, fabriquées ou déformées. La loi prévoit dans ce cas-là un emprisonnement allant de 6 mois à 3 mois et ou une amende de 500 000 à 2 millions de francs CFA. 6 mois à 3 ans? Oui. Non, à 3 ans, oui. Ouais. J'ai dit quoi? 3 mois. 3 mois, ok, excusez-moi. Donc, j'ai dit, la loi prévoit dans ce cas-là un emprisonnement allant de 6 mois à 3 ans et ou une amende de 500 000 francs CFA à 2 millions de francs CFA. Article 5. Toute information publiée doit être nécessairement pertinente et fiable. Il est toujours bon de s'interroger sur l'opportunité et les incidents que pourrait engendrer la publication d'une information avant de se décider de la publier ou de s'abstenir de le faire. En conséquence, ne publier ou ne partager que des contenus bien traités, vérifiés et exacts. Et en citer, si possible, les sources et ne pas faire circuler des rumeurs. Si vous doutez de la véracité d'une information, il faut tout simplement chercher à vérifier ou vous abstenir et ne pas partager cette information. Laissez simplement les journalistes jouer leur rôle. Voilà. Article 6. Rectifier spontanément toute information fausse ou inexacte publiée. Il peut y avoir des erreurs de bonne foi dans les publications. Vous pouvez vous tromper. Moi, mon père a l'habitude de me dire l'erreur est humaine, mais c'est la récidivée qui est diabolique. Donc, on peut se tromper, c'est normal. Tout le monde peut se tromper, ça arrive. Mais vite, rapidement se réaliser et corriger automatiquement le tir. Alors, article 7,
s'abstenir de diffuser des scènes de violence, des images macabres ou obscènes. Vous risquez sinon de vous retrouver en prison pour 5 longues années et de payer aussi une amende de 25 millions de francs CFA. Ouais. Est-ce que vous en avez? Ce point, c'est important parce que on a tendance parfois, parce que ça, les contenus, enfin les scènes de violence, etc. En fait, c'est contagieux. C'est contagieux parce que dans un contexte où les choses sont tendues parfois, dès que vous montrez qu'il y a scène de violence ici, c'est comme si vous inspirez ceux-là qui étaient même dans la paix à pouvoir peut-être suivre le mouvement. Ouais. Donc ça, c'est des images qui ont tendance à déclencher des mouvements en fait. Donc ça se fait par exemple à, je sais pas, à Bonou, donc c'est qu'on peut le faire à Ouenhi, on peut le faire à Zorluissé, on peut le faire à Ouida, etc. Donc il faut éviter de faire circuler les images des scènes de violence, c'est pas bien. Et généralement à chaud, quand on publie de ce genre de vidéos, on ne sait pas vraiment quelle est la raison, qu'est-ce qu'il y a derrière. Et quand on publie, celui qui reçoit également n'en a aucune idée. Exactement. Donc, il faut éviter tout simplement de relayer ces genres d'informations, surtout en cette période très, très sensible. Article 8. Toute information présente sur Internet n'est forcément pas vraie. J'espère que vous le savez. En conséquence, faire toujours appel à son esprit critique et éviter sans traitement ou vérification préalable de croire ou d'accorder du crédit à tout ce qui circule sur les réseaux sociaux, surtout en période électorale. Article 9. Éviter de harceler ou de proférer des menaces par le biais d'une communication électronique, pensant que, bon, on ne peut pas me retrouver, on ne peut pas me retracer. On peut vous retrouver. On peut vous retrouver. Article 10. Éviter la diffusion de contenus à caractère discriminatoire, injurieux, calomnieux, raciste ou xénophobe. Article 11. Veiller à ne pas mettre en cause sans information crédible et vérifiée la réputation et l'honneur d'autrui. Article 12. Ne diffuser aucun contenu ou n'entretenir aucun sujet source de tension ou qui incite à la violence, provoque un soulèvement, une rébellion ou qui fait l'apologie d'actes terroristes. Article 13. Éviter la diffusion de messages qui défient les autorités ou les institutions, qui tirent leur légitimité de la loi ou qui portent atteinte à l'ordre public. Article 14. Ne diffuser aucun contenu qui provoque ou incite à la commission d'une infraction prévue et punie par la loi. Article 15. Utiliser un ton courtois. Utiliser un ton courtois et ouvert à des propos contradictoires dans les publications afin d'éviter des écarts et incidents de langage. Je pense que c'est beaucoup plus dans les groupes qu'on remarque ces genres de choses, les groupes WhatsApp ou bien même les groupes Facebook et autres. On en est à l'article 16 maintenant. On en a combien? 17. Vous êtes on va au dernier, oui. Puisque vous parlez de ton pour toi, s'il vous plaît, Maître Rebecca, bouclez avec le 17e article. D'accord. Alors, est-ce que j'ai déjà lu le 16 déjà? Non. Tu es tellement pressé que tu n'as pas écouté le 16. On va passer au 16. Article 16. Ne faire circuler aucun message de campagne à la fin des campagnes et le jour du scrutin. Et article 17, pour finir, ne publier aucun résultat relatif aux élections avant ou en lieu et place des institutions qui en sont légalement habilitées. Voilà, Mylène et chers téléspectateurs, quelques articles prévus par le Code du numérique qui vont vous permettre d'avoir des comportements responsables et surtout de bonne conduite pendant cette période électorale. Pour faire simple, on ne publie rien, juste pour ne pas tomber dans la dérive. C'est simple. Vous lisez, mais vous lisez, mais vous de toutes les façons, vos résultats que vous publiez ne comptent pas. Ce n'est pas, voilà, vous n'êtes pas la voix officielle, donc ça ne sert à rien de vous mettre dans un projet qui n'aboutira jamais en fait. Et pour vous créer des problèmes pour rien. Rebecca, merci. Tout le plaisir. Tu vas céder ta place à Hermande? Avec plaisir. Avec Hermande, on va sur la toile, on va prendre des informations.
Raymond Rodrigue Amengan, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour Bruno, bonjour à toutes et bonjour à tous. La pleine forme. Bonjour, bienvenue. Très bien, merci. Les informations sont bonnes. Oui, assez croustillantes. Un pilote béninois qui enflamme la toile positivement. Hein, Bien sûr, oui. Allez, le pilote béninois Habib Aboukedoud a été classé premier sur 112 candidats après avoir passé un test destiné aux pilotes de première classe. Une information qu'il a publiée lui-même sur sa page Facebook et qui a ravi les internautes. Il a d'ailleurs partagé les coulisses de ce sacre qui relève pour le moins de l'exploit au regard de l'enchaînement des événements pour lui. Photo en illustration, il raconte sur sa page Facebook, je cite, « Le visage serré, je me demande comment réussir un examen avec 12 jours de retard. Indépendant de ma volonté, eh bien, j'arrive la veille de l'examen avec 28 heures de voyage entre 3 continents. Têtu comme je me suis présenté à l'heure en salle. Il était 6h50, 12h du Bénin. 8 heures plus tard, le résultat est tombé premier sur 112 candidats. Le Bénin, petit pays, mais une grande nation. N'aie pas peur, mon frère, ma soeur. Sois fier de tes origines et porte toujours haut ton drapeau par ton travail et ta détermination. Fidengo Sienli, Nkakwe Filili. Un message en langue fond comme pour dire je viens de loin et je vise loin. Voilà donc ce qu'il a laissé en remerciant les internautes qui le lui ont bien rendu par des messages de félicitations. Bruno connaît sans nul doute ce pilote parce qu'il faut dire, Mylène et Bruno, qu'il s'est véritablement fait connaître en 2019 quand de retour de la Gambie, il devait transporter l'équipe des écureuils du Bénin qui avait perdu 3-1 en Gambie. Dans le vol, tout le monde avait le moral dans les chaussettes et à cet instant précis, il prend la parole avant le décollage. Suivez son discours filmé par un téléphone. C'est un plaisir de vous avoir à bord, mesdames et messieurs. J'aimerais particulièrement dire bravo à l'équipe nationale béninoise pour les performances qu'ils ont eues. Parce que vous savez, les écureuils ne perdent jamais. Soit vous gagnez, soit vous apprenez, mais vous ne perdez pas. Et je suis encore une fois fier de vous avoir ici parce que je sais, quand je disais bonjour à ceux qui venaient à bord, les visages étaient renfermés. Mais je suis en train de voir des sourires. Gardons le sourire, gardons l'espoir. Notre hymne national dit souvent, enfants du Bénin, debout. Debout nous resterons, debout nous serons et nous allons toujours gagner. Vous savez, j'aimerais dire en tant que pilote de ligne, ce n'est pas évident souvent d'arriver à notre altitude de croisière. Sur le chemin, vous avez de la turbulence. Sur le chemin, vous avez du mauvais temps. Vous avez aussi, je dirais, des risques aviaires, des oiseaux qui viennent nous percuter. Ça fait mal. Mais ne baissez jamais la tête. En tant que commandant de bord, lorsque un de mes membres d'équipage se sent mal, je me sens mal aussi. Rappelez-vous les écureuils. Lorsque un de vos doigts est blessé, c'est tout le corps qui sent le mal, pas seulement le doigt. Alors restons unis, restons forts, et la tête toujours haute, nous gagnerons. Le discours prononcé par le pilote Habib Aboukedoud, nous étions en 2019 et cela a pu permettre quand même de remobiliser un tout petit peu la troupe pour revenir sur Cotonou et surtout le message, il est assez long parce qu'il a parlé 4 langues ce jour-là. Il a parlé en anglais, en français, en minant et en fon, comme pour dire voilà, que c'est un polyglotte aussi. Et donc, cette information concernant le fait qu'il a été premier sur 112 candidats vient rajouter à son ethos social déjà élogieux au sein des internautes béninois. Et il est également coach en motivation. C'est quand même beaucoup. Mais tu le sens déjà, il a eu 12 jours de retard, c'est bien ça? 12 jours de retard, il est avec 28 heures de voyage. Il y croyait et il a pu être le premier sur 112 candidats. Ouais. Quelqu'un aurait reporté son examen pour l'année suivante parce que voyager en 3 continents, 28 heures de vol, 12 jours de retard. Sur le chemin? Certainement. Ouais. C'est pas petit. Il doit s'être motivé lui-même. Ouais. Pour pouvoir motiver les autres, il faut pouvoir se motiver soi-même. Absolument. Alors, tu nous parles d'un film produit au Bénin qui connaît un réel succès au Goya Awards. Oui, bien sûr. Lors de la 35e édition des Goya Awards 2021 en Espagne, eh bien, le film Adou est nominé 13 fois et remporte 4 prestigieux prix, notamment ceux de la meilleure réalisation,
du meilleur espoir masculin, de la meilleure production et du meilleur son. Eh bien, il faut le dire, Adou est un film de 119 minutes, tourné à 70 voire 80% dans plusieurs villes du Bénin. C'est Claude Balogun qui avait à charge donc la réalisation de ce film tourné avec près de 600 personnes, dont 70 Espagnols et une quinzaine de Nigérians. L'acteur principal est un jeune garçon, retenez-le bien, béninois. L'équipe espagnole a passé plus d'1 mois à Cotonou et environ cherchant en vain le petit de 7 à 9 ans qui va incarner l'acteur principal du film, raconte Claude Balogun. L'équipe a failli descendre un autre petit d'une autre nationalité, mais on s'est dit, allons à Parakou pour voir. C'est fortuitement à Parakou que la directrice du casting rencontre ce petit qui s'amusait avec des enfants de son âge et c'était le petit qui dirigeait l'équipe. Cela a alors intrigué la dame qui s'est approchée de lui et a demandé son nom. Le petit répond Mustapha et la dame demande ensuite son patronyme. Puis le jeune garçon lui répond non, je suis chef quartier et ébauche un large sourire. C'est comme cela qu'il a été pris pour ce film qui connaît manifestement un succès. Je vous propose d'ailleurs de suivre, on le voit déjà en off, je vous propose maintenant à présent de suivre le teaser de ce film. Tu sais quel est le problème de l'Afrique? C'est qu'ils s'en vont tous. Tu peux courir? Les profs, les politiques, les infirmières. Les assauts donnés à la clôture, c'est toujours un gros bordel. Il y a beaucoup de gens ici qui ne comprennent pas ce qu'on fait là. Et si on disait ce qui s'est passé? Il s'est rien passé, c'est tout. Vous savez ce qui risque de nous enfoncer? C'est la peur, la paranoïa, le doute. Il se peut que j'aille au Mozambique travailler dans un parc naturel. Pendant ce voyage, essaye de changer. Sandra, est-ce que tu réalises où tu es? Oui, papa. Et par ailleurs, je suis majeure et je suis une grande fille. Ils viennent me tuer des éléphants à l'intérieur de la réserve. Et Diane Bossé, il lui tuait ses gorilles. Tu veux finir comme elle? Ma sœur! C'est tellement quoi tu auras fait. Continue. Voilà pour ce qui est de ce film Adou, Mylène. Il faut dire ça a été réalisé à plus de 90%, à 90% au Bénin. Il ne faut pas faire attention à des plaques que vous avez vues tout à l'heure où il y avait Dakar, tout ça, les choses. C'est des décors qui ont été réalisés sur place, donc dans certaines régions du Bénin, pour pouvoir faire croire voilà, qu'on a joué à Dakar lorsque on vous montre les coulisses de la réalisation de ce film-là. Vous vous rendez compte de combien, bien évidemment, le cinéma peut être incroyable. Bruno, tu as suivi le film? Non, pas encore. Mais j'ai entendu parler du film parce que j'ai vu sur la page de Claude Balogun qu'il avait publié le teaser. Ouais. C'est un film que je dois suivre. Absolument. Herman, toi déjà? Non? Pas encore, mais je me ferai le devoir d'aller le suivre. Moi, en avant-première. Alors, tu nous dis que le prix Mo Ibrahim est décerné au président sortant du Niger. Oui, le président sortant du Niger, Mahamadou Issoufou, qui laissera début avril sa place à Mohamed Bazoum au cours de la première transition démocratique entre deux présidents élus du pays, s'est vu décerner le prix Mo Ibrahim 2020 qui récompense une gouvernance exceptionnelle en Afrique. Le comité du prix souligne le leadership exceptionnel du président Issoufou à la tête d'un des pays les plus pauvres au monde, confronté à un cumul de défis apparemment insurmontables, indique le communiqué de la fondation Mo Ibrahim, selon bien évidemment Issoufou, qui cédera sa place le 2 avril au président Bazoum. Il y a une vie après le pouvoir, je prépare cette vie. J'ai l'intention de créer une fondation, ce sera la FIM, la fondation Issoufou Mahamadou, qui aura pour but la promotion des valeurs démocratiques, la promotion de la paix, la promotion du panafricanisme, a-t-il indiqué. Mahamadou Issoufou, 68 ans, a été pendant 10 ans président du Niger, pays à histoire rythmée par les coups d'État.
Il quitte le pouvoir volontairement à l'issue des 2 mandats que lui permet la Constitution, renonçant aux sirènes d'un 3e mandat auquel ont succombé plusieurs de ses pairs en modifiant leur test constitutionnel fondé par Mo Ibrahim, riche entrepreneur anglo-soudanais des télécommunications. Le prix récompense un ancien chef d'État ou de gouvernement d'un pays d'Afrique subsaharienne pour son travail dans l'intérêt du public ou son action en faveur du développement durable. Issoufou Mahamadou est le 6e lauréat du prix richement doté qui n'avait plus été décerné depuis 2017, faute de candidats réunissant les qualités requises. Outre le président du Niger, 5 anciens présidents africains ont été récompensés depuis 2007 quand le prix a été accordé pour la première fois. Il s'agit du Mozambicain Joaquim Chissano en 2007, du Botswanais Festus Gontebanyé en 2008, le Cap-Verdien Pedro de Varona Rodriguez Pires en 2011, le Namibien Ifi Kepunye Pouamba en 2014 et la Libérienne Hélène Johnson Sirleaf, c'était en 2017. L'ancien président sud-africain Nelson Mandela, icône de la lutte contre l'apartheid, a été fait lauréat honoraire du prix, c'était en 2007. Les lauréats du prix, Mylène, il faudra le savoir aussi, reçoivent 5 millions de dollars versés sur 10 ans. Ça peut motiver. Et on espère qu'on aura des candidats, pour nous. Oui, ben, déjà ce qui est intéressant au niveau de ce prix, c'est qu'il y a du sérieux autour. Parce qu'il y a eu des années creuses où le prix n'a attribué à personne. Oui. Donc, ce n'est pas un prix juste pour le plaisir où chaque année, il faut trouver un président, même s'il ne réunit pas les conditions, il faut quand même lui accrocher ça. Donc, ça montre que ce n'est pas un prix commercial, en fait. Parce que si c'était un fonds de commerce pour celui qui organise le prix, il va à chaque fois vouloir attribuer ça à un président, juste pour les beaux yeux d'un président chaque année. Donc, le fait qu'il y ait des années creuses parfois, faute de candidats éligibles, en brief, c'est que c'est un prix sérieux. Ah bon? Oui, comme le dit Bruno, c'est un prix assez sérieux. Et quand vous voyez un peu le parcours de ceux-là à qui ce prix-là a été décerné, vous vous rendez compte que ce n'est quand même pas des moindres, c'est des grosses pointures, comme on le dit. Donc, Issoufou Mahamadou qui se voit décerner ce prix, je crois que c'est une logique implacable. C'est une logique implacable, pardon. Il a mérité au regard de ce qu'il a fait avec son pays, le Niger, et surtout, nous sommes sur un continent où on cherche à consolider quand même les acquis démocratiques. Il a accepté de transmettre pacifiquement le pouvoir, de renoncer à un 3e mandat, malgré le fait que des appels à un 3e mandat lui parvenaient. Il a souhaité ne pas se représenter et donc laisser le pouvoir à une autre personne, quitte à faire ses preuves. Il vient de le démontrer, ainsi que sa mère n'est pas la seule personne à procréer des enfants intelligents et qu'il y a d'autres personnes intelligentes à qui il faut donner la possibilité. À qui il faut donner la possibilité, bien évidemment, de faire leurs preuves. Il s'est vu décerner un prix assez prestigieux. Bravo au président Mahamadou et bon courage. Merci à toi. C'est un plaisir. Alors, il nous a promis le jeudi dernier la culture d'une autre plante aromatique, et cette fois-ci la citronnelle. Comment la cultiver chez soi à la maison? Axel, bonjour. Mylène, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Bruno. Bonjour Eman. Comment vous allez? Très bien, bonjour Axel. Très bien Axel, bonjour à toi. Tu as fait une infusion de citronnelle ce matin avant de venir ou c'est quoi exactement? Oui, je le fais presque tous les matins ou même chaque soir avant de dormir. Parce que c'est très agréable et ça soulage beaucoup. Ça aide à digérer également. Eh oui, là, quelles sont les vertus? Tout à fait. On va planter d'abord. On va en parler, oui. Assurez-vous. Et oui, comme je vous l'annonçais jeudi dernier, je vous ai promis, on va parler des plantes aromatiques. La citronnelle ou verveine des Indes est une graminée très commune en Afrique de l'Ouest et centrale, mais aussi en Asie du Sud-Est, d'où elle est originaire. Comment cultiver cette merveille de la nature? Suivons cette vidéo de Valère Ansou. Le maïs, vous le connaissez, le maïs ne se présente plus. Ça fait partie des céréales les plus consommées au monde, pour ne pas dire le céréale le plus consommé au monde après le blé. Ou bien, alors, pour semer le maïs, ce n'est pas compliqué. Il faut toujours partir d'une bonne semence. Et dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer de semences de maïs parce que nous avons au moins tous des graines de maïs à la maison. Attention, ne confondez pas graines et semences. Il y a différence entre la graine et la semence. La graine ou le grain de maïs est destiné pour la
consommation. La semence de maïs est destinée pour l'agriculture. Si vous voulez que votre maïs germe beaucoup plus rapidement, il faut tremper la graine dans de l'eau, comme dans le cas du riz, le dernier jour. Il faut tremper vos semences de maïs dans de l'eau pendant 24 heures. Et si vous voulez prévenir les attaques fongiques, il faut mélanger cette graine-là, ou bien ces graines de maïs, avec une solution antifongique, soit liquide ou soit en poudre. Vous finissez de dépasser cette étape agriculture moderne. Suivez très bien, c'est la période la plus sensible. Le maïs ne pousse pas sur les sols hydromorphes, c'est-à-dire les sols sur lesquels vous avez de l'eau stagnante. Vous avez de l'eau en permanence, ça va pourrir, ça ne va même pas germer. Ce n'est pas comme le riz où il faut l'inonder d'eau. Donc, c'est sur les sols meubles, riches, drainants et aérés. D'accord. Alors, vous avez votre semence de maïs que vous avez déjà imbibée d'eau et que vous avez déjà traitée avec une solution antifongique. D'accord? Là, maintenant, vous allez semer à une profondeur minimum 2 cm. 2 cm de profondeur parce que nous sommes dans la vallée de l'Omémé, nous ne sommes pas dans le plateau. C'est dans le plateau, on enfonce le maïs légèrement, on appuie du sable parce que si vous ne semez pas à 2 cm, il y a des criquets qui vont passer, qui vont prendre les graines. Il y a des animaux, des petits varans qui vont passer prendre les graines. Donc vous mettez le grain à 2 cm et puis vous avez du sable fin et puis vous ajoutez légèrement le sable fin. Le sable fin, son rôle c'est quoi? C'est de permettre à la graine de germer dans les meilleures conditions possibles. C'est de permettre à la graine de germer sans obstacles physiques. Vous comprenez? Donc voilà de façon standard comment on sème le maïs. Je viens de fermer le poquet avec du sable fin. Le sable fin c'est déjà bon. Ne cherchez pas à fermer. Le sable fin c'est parfait pour semer le maïs. D'accord? Parce que c'est léger, meuble. Donc ça permet à la graine de vite germer et facilement. Alors, agriculteur moderne, on finit de semer le maïs. Qu'est-ce qui se passe 2 semaines après? 2 semaines après, vous avez déjà le maïs qui a germé, déjà 4 jours après semis maximum, ça germe. Et 2 semaines après, vous avez des plants qui ont commencé par émerger sous le soleil. Alors, en agriculture conventionnelle, on a dit qu'il faut apporter de l'urée 2 semaines ou 3 semaines après. Mais dans ce cas, on n'a besoin de rien parce que nous sommes dans la vallée de l'Omémé. L'Éternel Tout-Puissant a doté cette vallée d'une fertilité naturelle. Donc, vous n'apportez rien. Le plus important, c'est de toujours maintenir les pieds de maïs humides. Le pied de vos plants de maïs toujours humide parce que c'est l'eau qui va permettre vraiment une croissance rapide de la plante. Et vous êtes en présence d'une plantation qui a à peine 1 mois et demi. 1 mois et demi, regardez, sur les plateaux ou dans les zones qui ne sont pas la vallée, vous n'avez pas cette croissance, vous n'avez pas ce type de chlorophylle, vous n'avez pas cette verdure. Donc c'est incroyable la vallée de l'Omémé, c'est la 2e vallée la plus riche au monde après le Nil. Mais à titre de démonstration, je vous montre comment ça se passe. Voilà, je viens dans le champ. Dans la vallée de l'Omémé, on ne sacle pas les champs de maïs avec la roue, contrairement sur le plateau. Si un ingénieur agronome ne sait pas, il va se tromper, il va amener des ouvriers avec la roue dans la vallée de l'Omémé pour sacler le champ de maïs. Il va se tromper simplement. Ce n'est pas adapté la roue. Donc, vous enlevez, vous voyez? Vous enlevez les adventices, d'accord? Lorsque vous enlevez les adventices, qu'est-ce que vous avez fait? Sur les plateaux ou bien en agriculture conventionnelle, on nous enseigne quoi? On nous enseigne de brûler, c'est ça non? Mais ici, je n'ai pas brûlé. Je mets au pied du maïs. Je mets au collet du maïs pour lui toujours permettre d'avoir son pied toujours plongé dans de l'humidité. Approchez votre main. Mettez votre main ici. Qu'est-ce que vous sentez ici? Mettez votre main sous. C'est comment? C'est humide. C'est humide, non? Oui. Il y a de l'eau, non? Tout à fait. Oh, il n'y a pas de système d'irrigation. Tout à fait. Il n'y a pas de goutte à goutte. Il n'y a pas d'épaisseur. Voilà. La vallée de l'Omémé, les agriculteurs de la vallée de l'Omémé maîtrisent parfaitement l'agriculture de contre-saison. L'agriculture qui permet de conserver le sol parce qu'ils sont toujours dans l'imagination de la conservation du sol. Ils paillent toujours le sol. Et quand on paille correctement le sol, il y a l'activité des micro-organismes. Ces micro-organismes sont vraiment incontournables dans la décomposition et la minéralisation de la matière organique. La décomposition et la minéralisation
de la matière organique, ce qui va permettre à la plante d'en profiter correctement et pleinement. Lorsque vous finissez de récolter le maïs, il faut aller sécher. Vous séchez le maïs et puis vous allez conditionner dans les sacs. Vous pouvez conditionner ça avec des produits phytosanitaires ou bien aller vendre directement sur le marché. D'accord? Et c'est ça qu'on retrouve dans les marchés de Nantokpa, le marché de Lomé, marché libanais, et ainsi de suite. Et puis c'est ça que vous consommez à la maison. Donc, du début jusqu'à la fin, voilà, de façon résumée, tout le travail qu'il y a en amont dans la production de maïs. Et c'était quoi, toute une plantation de citronnelle. Oui, hein, c'est toute une plantation. C'est très facile à cultiver. Elle se laisse cultiver un peu partout, chez nous, à la maison, sur vos balcons, dans un petit pot. Vous pouvez le faire quand vous voulez, à chaque saison. Il suffit juste d'arroser matin et soir. On arrose chaque jour? Oui, tous les jours, matin et soir. Ah ouais, donc il faut vraiment... Et 3 semaines après, vous pouvez couper. Et, oui, et en faire des infusions. Ça ne grandit pas aussi vite que la menthe, hein? Non, 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 non. Sauf que bon, ça a des feuilles bien denses et élancées. Donc, dès que ça pousse à 3 semaines, voire 1 mois au plus, il faut couper pour que ça germe encore. C'est un peu ça. Et elle éloigne les moustiques, paraît-il. Oui, 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 tout à fait. Ça éloigne les moustiques grâce à son odeur citronnée. C'est un excellent répulsif à moustiques. Bono? Ouais, T'en consommes? Oui. Suffisamment? Oui, suffisamment parce que, bon, je vais peut-être dire quelque chose qui va vous faire rire. J'aime bien les périodes où vous avez une nourrice dans la maison parce que, voilà, dans les thermos, vous avez toujours de la citronnelle à longueur de journée. À tout moment, vous pouvez vous servir. Et on peut prendre ça sous toutes les formes. C'est-à-dire que vous pouvez prendre ça, voilà, avec de l'eau simple. Vous pouvez prendre ça, parfois vous ajoutez un peu de sucre. Et quand j'étais petit, c'était le premier thé que j'ai connu en fait. Du café baoulé. Voilà, du café baoulé à la citronnelle. À la citronnelle, voilà, merci Eman. Donc vous avez de l'eau, voilà, et puis vous mettez 1-2 morceaux de sucre. Et vous ou avez même votre pain parfois à sans côté. sucre. Avec un pain recyclé ou un pain d'aujourd'hui? Peu importe, puisque de toutes les façons, le pain, la manière de le coin, c'est que vous le plongez dans l'eau. Donc, même s'il est recyclé, il était sec. Quand vous le noyez, donc, il devient mou. Et puis, vous le mangez avec l'eau qu'il a absorbée. Franchement, c'est la citronnelle, non, c'est vraiment magnifique. Mais aujourd'hui, encore plus, on comprend son importance, ses vertus. Et c'est toujours avec plaisir qu'on... Et puis, l'arôme, franchement, voilà, ça sent bon déjà. Donc, même quand vous sentez l'odeur de loin, voilà, ça vous donne de l'eau à la bouche. Vous avez toujours de la salive. Donc, Bruno, tu l'as chez toi, la citronnelle? Non, je n'en ai pas, mais j'en achète régulièrement. Voilà. Non, mais si tu l'as plantée chez toi, tu te feras beaucoup d'économies. Ici, non. Généralement, ça ne coûte pas cher. Ici, non, mais avant, j'avais une bassine. Voilà, il y a encore quelques années, une bassine dans la maison avec du terreau. J'en avais, et j'arrosais ça personnellement, en fait. Donc, je peux vous dire que c'est l'une des premières plantes que j'ai eu à mettre sur terre. Qu'on t'arrachait souvent à chaque fois? Non, pas qu'on m'a arraché et j'ai compris pour de bon la leçon qu'un locataire n'a pas le droit de planter des fleurs. En fait, il y a une leçon bien connue sur les tropiques. Donc, ouais, c'est une plante que j'affectionne beaucoup à cause, ou en raison plus du moins de son arôme. Son arôme très exquis et qui va dans tout, hein, que ce soit de la bouillie, du café au lait ou tout ce que vous voulez. Ça passe. Et moi, personnellement, j'adore la bouillie de riz. Donc, lorsque le goût de la citronnelle est un peu, je vais dire quoi, le riz, enfin, la bouillie de riz est enrobée de l'arôme de citronnelle. L'arôme de citronnelle, franchement, c'est assez exquis comme sans saveur. Attention, c'est une feuille tranchante aussi. Quand oui, ça blesse. Dans la manipulation, franchement, ça vous coupe la peau, mais vous avez l'impression que c'est un couteau qui vous a tranché la main, en fait. Assel, dis-moi, est-ce qu'il faut l'infuser ou le mettre ça au feu? Non, il faut l'infuser. Il faut bouillir l'eau d'abord et après vous mettrez
pour pouvoir bénéficier de toutes ces vertus. Tout à fait, c'est comme le moringa. Ça ne va pas la au même feu. Procédure, exactement. Merci. Tous les thermos sont importants voilà. pour permettre à la citronnelle d'avoir plus de temps. On sait qu'on a des consommateurs de citronnelle oui, sur le plateau. Assel, merci. Merci Mylène. Notre référence du jour est une jeune dame, journaliste de formation, très passionnée, mais qui s'est découverte une autre passion qu'elle nous conte ici. Je n'ai pas décidé du jour au lendemain de devenir, comme certains aiment le dire, infopreneur. Entrepreneur dans les formations, dans la communication. Depuis la base, j'ai toujours aimé faire le métier de journalisme. J'aime à la cité, Annick Ballet, qui est une aînée à nous, était pour moi un modèle depuis toute jeune. Donc j'ai toujours voulu faire le journalisme. C'est pour ça, à l'UAC, j'ai voulu apprendre ce métier-là. Je me suis très vite insérée dans l'organe universitaire. Il s'est fait qu'en 2014, une connaissance à moi a eu l'information selon laquelle il y avait une association et un Tech Hub et Trilabs qui formaient des jeunes femmes gratuitement en blogging. Jusque-là, j'entendais un peu ici et là ce que c'était le blogging parce que à mes heures libres, j'allais tout le temps sur les réseaux sociaux, sur Internet pour en apprendre un peu plus. Et je remarquais souvent les activités de certaines personnes, dont Sina Toussaka, qui est aujourd'hui pour nous comme un modèle, qui est la première femme blogueuse au Bénin. Donc, elle m'impressionnait. Donc, les formations selon laquelle on voulait former des jeunes dames, des jeunes filles gratuitement en blogging, moi, cela m'a intéressée. C'était une période où, justement, malheureusement, pour l'organe de presse qui m'employait, il y avait eu un potentiel. Et on n'avait pas beaucoup de travail à faire. Il y avait des heures creuses dans la journée. Donc, je me suis inscrite à cette formation-là. C'est là où j'ai appris, et par bonheur, par pur bonheur, que je pouvais créer une plateforme sur Internet et y dérouler tout ce que je voulais comme information, comme communication ou comme contenu. Voilà. Donc, moi, à la base, j'aime beaucoup la culture. D'ailleurs, sur les organes de presse par lesquels j'ai pris, j'étais toujours focalisée jeunesse, culture et femmes. Je me disais, niveau culture, j'avais maintenant un espace où je ne devais pas payer. En 2017, j'ai dit, bon, il fallait que je parte. J'ai donné ma démission, je suis partie. Et je ne gagnais pas d'argent. Ce n'était pas le premier but. Je ne gagnais pas d'argent, mais je sentais comme une satisfaction morale et professionnelle. J'étais heureuse, mais pauvre. C'est un paradoxe. Je faisais ce que j'aimais. Je faisais ce que j'aime faire et ça continue, mais je n'avais pas d'argent. À un moment donné, il fallait continuer par recevoir d'autres formations parce que quand on travaille avec l'outil qu'est Internet, avec l'outil qu'est le numérique, ça va très vite. Tout est dynamique. Les informations que j'ai reçues aujourd'hui en matière de comment gérer un réseau social spécifique peuvent changer le lendemain, peuvent évoluer. Donc, il fallait entrer dans un réseau, dans un cercle où les gens formaient relativement gratuitement ou gratuitement. En 2018, un aîné à moi m'appelle pour me dire justement qu'il y a une formation gratuitement en vidéo mobile où tu pouvais apprendre à tourner ta vidéo, à faire tes interviews audiovisuelles, mais seulement avec le téléphone portable. Et faire même le montage sur le téléphone portable. Moi, j'étais sidérée. J'ai dit, mais c'est Dieu qui t'a appelé dans ma vie, que j'en avais marre d'écrire tout le temps 800 mots, 900 mots. Et aujourd'hui, ce choix de vie professionnelle m'a ouvert plusieurs portes. Non seulement c'est un défi quotidien, parce que tu vois aujourd'hui
la personne, elle est là, elle est seule, elle peut faire seule son montage, elle peut faire de la rédaction web seule, elle peut créer des visuels, elle va sur le terrain, elle peut faire le métier de community manager. C'est vrai qu'à la fin du mois, tu es certaine, persuadée que tu n'auras pas un salaire parce que tu ne travailles pas pour une personne X qui te paye à la fin du mois. Et si on reste assise et on ne va pas à la recherche de l'information ou à la recherche de l'argent, donc de contrats et de travail à faire, on va démissionner. C'est quand même très important d'être épanoui dans ce qu'on fait, dans ce qu'on a choisi comme métier, sans quoi il n'y a pas d'évolution, sans quoi on ne pourra évoluer. N'est-ce pas? Forcément. Ouais. Forcément, c'est ça. Gagnat Bello, on lui souhaite beaucoup de courage pour la suite. Absolument. Nous, on se retrouve demain. Avec le même plaisir. Avec le même plaisir, avec le même sourire. Bon appétit chez vous. Ciao, ciao.